Eh ben, ravi d'être avec vous ici pour ce sujet qui va nous amener à regarder finalement ce sujet de l'intelligence différemment, à une échelle autre. Et vous allez voir, les différents exemples vont être des tentatives pour changer notre prisme. Et donc essayer de comprendre des phénomènes qu'aujourd'hui on a quand même du mal à saisir, que ce soit au niveau des animaux, on comprend de mieux en mieux, mais aussi à notre niveau, à l'échelle de la société, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et avec cette idée, voilà, et si cette forme d'intelligence collective pouvait nous inspirer, avec à droite, en bas, un petit message aussi, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, effectivement, je crois que vos applaudissements sont là pour montrer notre émerveillement, montrer aussi, finalement, reconnaître la prouesse de ces oiseaux. C'est surtout des étourneaux, en général, qui pratiquent ce qu'on appelle ces murmurations. Et aussi parce que, finalement, je crois qu'on reconnaît avec humilité qu'on aurait bien du mal à faire pareil. Maintenant, de là à se dire, finalement, mais est-ce que c'est de l'intelligence ? Ça vaut le coup de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui nous amènerait à dire que c'est de l'intelligence ? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer là, maintenant, dans ces minutes à venir, en se disant que pour qu'il y ait intelligence, eh bien, il faut qu'il y ait une utilité de résolution d'un problème. C'est une sorte de définition assez générale qu'on trouve sur l'intelligence. Même si les modes mis en œuvre peuvent être très très différents. On ne parle pas que d'intelligence cognitive. Ce serait vraiment réducteur comme regard sur l'intelligence, et on l'a beaucoup eu. Aujourd'hui, il y a des définitions. Il y a le chercheur Howard Gardner qui a aidé à comprendre qu'il y avait des intelligences multiples. Donc, ouvrons finalement notre curiosité par rapport à ces intelligences, mais en tout cas, gardons en tête qu'il y a un rôle, il y a un but, ça sert à quelque chose, et en particulier, ça sert à préserver l'espèce. Donc, on va voir par différents exemples quelles fonctions, à chaque fois, remplissent ces comportements. On garde en stock un petit peu les étourneaux pour aller d'abord sur quelque chose, vous allez voir, qui est à l'échelon cellulaire. Et même ici, je lance cette vidéo. Ce sont des amibes. Une amibe qui a beaucoup attisé la curiosité finalement des scientifiques, qui s'appelle le Dictyostelium, et qui a posé en fait une question aux chercheurs qui essayaient de comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qu'on voit, c'est une forme de coalescence, d'agrégation de ces petits êtres unicellulaires qui se regroupent et qui forment un être pluricellulaire, simplement par la coalescence de leurs individualités. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, au fil des rencontres et des agrégations plus importantes, cette structure prend une forme de plus en plus importante, peut avoir bien sûr plusieurs centimètres de taille, et surtout réussir des phénomènes, par exemple, de digestion de bois, qui étaient absolument impossibles à envisager à l'échelle unitaire. Donc, on a ici un phénomène qui est surprenant, parce que les chercheurs se sont demandé, mais qui ordonne quoi que ce soit, qui commande, qui dirige dans cette affaire-là. On ne comprend pas finalement le phénomène. Et c'est à partir de la fin des années 60, c'est une chercheuse qui s'appelle Evelyn Keller qui a
réussi à identifier ce qui se passait. Alors là, maintenant, ce qu'on voit, c'est le phénomène de sporulation. C'est-à-dire que ce collectif, finalement, produit comme ça ses pieds, et en haut, les cellules qui vont se trouver en haut vont se disséminer, comme le feraient, par exemple, des champignons. Donc, on a une forme vivante tout à fait étonnante. Et donc, dans ces recherches menées par Keller en particulier, il y a eu la découverte. Alors, oui, on va voir aussi d'autres formes identiques, hein, qui sont ici de coopération bactérienne. Il y a eu cette compréhension que, finalement, ces petites choses, hein, ces petites individualités, étaient en train de, finalement, coopérer et se mettre ensemble pour justement une fonction tout à fait importante, c'est quand les conditions de l'environnement sont défavorables et qu'elles ne trouvent plus assez de substrat, elles vont passer dans cette forme qui les aide à ce moment-là à résister, on va dire. Ça, c'était sur le dictyostelium. Et donc, tout ça se fait par émission d'une petite molécule qui s'appelle l'AMP cyclique et qui va finalement tracer des routes comme ça. On a vu des sortes de chemins où elles se retrouvent, elles convergent par chimiotactisme. Donc, il n'y a pas de commandant à bord, et c'est l'ensemble finalement des individualités qui vont ensemble construire ça. Alors ici, c'est des images figées cette fois-ci, mais de ce qu'on appelle des biofilms. Et les biofilms, c'est pareil, c'est finalement des découvertes assez récentes, à partir des années 80, qui ont fait comprendre que les bactéries vivent finalement en mode collectif. Mode qui, justement, met en œuvre toute la coopération avec production d'une matrice qui va les aider à vraiment se fixer sur des supports, quels qu'ils soient, que ce soit dans la nature ou dans notre corps. Par exemple, la plaque dentaire, c'est un biofilm. Eh bien, ces bactéries qui coopèrent, on s'est rendu compte avec le recul que réussir à comprendre comment elles fonctionnent, réussir aussi à lutter contre ces bactéries, puisque parfois elles sont pathogènes, ça implique autre chose que de regarder à chaque fois à l'échelon unitaire quel type de produit va avoir une toxicité pour lutter. Et ça, c'est vraiment changer le prisme, changer le regard pour arriver à cet échelon collectif. Mais vous voyez que ces différentes découvertes ou travaux, finalement, à l'échelle de la science et de la progression de la science et de ses paradigmes, c'est aujourd'hui, voilà, une trentaine d'années à peine, et donc ça met du temps à arriver comme mode de pensée dominant. Voilà cette image sur cette phase de sporulation, avec vraiment ce concept clé qui est l'auto-organisation. Et une des certitudes aujourd'hui sur l'intelligence collective, c'est justement que l'intelligence collective procède de l'auto-organisation, avec un phénomène qu'on appelle aussi l'émergence, c'est-à-dire que voilà, un ensemble d'interactions locales entre pairs produit quelque chose à un échelon collectif qui n'était pas connu de ces petites unités, et qui néanmoins a un rôle, et peut, on l'a vu tout à l'heure aussi dans le cas des étourneaux, être tout à fait surprenant. Donc ça, c'est premier élément clé à retenir sur ces principes et ces leçons de l'intelligence collective, animale ou cellulaire. Alors, toujours, si on essaye d'explorer un peu plus loin le règne animal, ici, il y a eu une découverte assez récente, c'était à la fin de l'année, de ces petits arthropodes qui vivaient il y a bien longtemps donc, au Maroc, et qui, donc, vous voyez, il y a 480 millions d'années quand même, hein, ça fait voilà, une longue histoire d'évolution, qui déjà se déplaçait en file indienne. Alors les chercheurs s'interrogent, hein, bien sûr, aujourd'hui avec la fossilisation, il y a beaucoup moins d'éléments pour conclure entre plusieurs hypothèses. Ils se disent peut-être que c'est par adaptation à la dynamique, parce qu'ils vivent au fond de l'eau. Alors peut-être que c'est une solution trouvée qui serait purement en fonction des flux marins.
Ou alors, ce serait aussi un phénomène de déplacement selon justement une piste de phéromones, donc par chimiotactisme, et c'est l'hypothèse qu'ils ont l'air de privilégier, en particulier dans des phases de reproduction. Donc, vous voyez, ça remonte loin dans notre histoire. Alors, ici, on a ces monticules comme des sortes de cathédrales qui sont là. On les trouve bien sûr en Afrique, beaucoup en Australie. Et ces monticules, ce sont voilà, des termitières. Pourquoi passer par les termites pour évoquer cette intelligence collective? Parce qu'il y a un chercheur français qui a un rôle important dans ces découvertes, qui s'appelle Pierre-Paul Grasset, qui en 1959 a identifié le fonctionnement des termites et comment finalement ces termites arrivaient à construire des édifices tels que ceux qu'on peut voir, sachant qu'il y a toute cette structure qui sort de terre et qui peut aller jusqu'à 6 mètres de hauteur. Mais comme on le voit sur la petite image à droite, il y a un nombre de galeries, de petites chambres, et en particulier parce que déjà il y a aussi des champignons qui vont vivre en symbiose de ces termites, qui est absolument incroyable et étonnant, avec un rôle d'ailleurs sur l'écosystème qui est précieux dans la dégradation du bois, des feuilles, bien sûr, et qui contribue au cycle du carbone. Donc ces termites, ce qu'a découvert Grasset, c'est que leur mode de construction, en fait, c'est simplement d'observer ce qu'ont fait les autres. C'est-à-dire que c'est une communication indirecte. Voilà. Si moi je suis venu avec un petit morceau de terre et que je l'ai posé ici, eh bien, les autres termites qui vont arriver derrière vont regarder, il y en a un ici, ah mais il y en a peut-être 2 ou 3 qui étaient à droite. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant de venir contribuer à droite et de continuer cette pile-là, cette construction. Et ainsi de suite, et après en formant aussi des arches, il y a des architectures qui sont vraiment tout à fait impressionnantes. Donc ce terme de stigmergie qu'il a façonné, on va dire, vient de cette notion de signe et de travail. Le travail se fait en fonction de la reconnaissance des signes qui ont été laissés par les pairs. Et donc cette communication indirecte, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui dans nos modes de fonctionnement à nous, en particulier avec Internet. Internet, vraiment, a été un déploiement de nos modes de travail qui nous permet de laisser des traces. Quand on va cliquer, on laisse une trace. Après, il y a toute la question du domaine des données, bien sûr, à qui elles appartiennent, comment elles sont utilisées, évidemment. Mais toujours est-il que dès les débuts de l'Internet, le mode de fonctionnement de Google, ça a été d'identifier, de reconnaître que, tiens, plus il y a de personnes qui cliquent et qui pointent vers un site, ça veut dire que ce site-là, il est intéressant, il est peut-être plus que l'autre où personne ne va. Et de même, aujourd'hui, avec les systèmes de notation, vous allez au restaurant, ça vous a plu, ça vous a pas plu, vous allez peut-être mettre une notation sur une application. Ça a vraiment démarré avec eBay, c'était en 1995, qui a permis ces échanges entre des vendeurs, au début c'était vraiment, ça venait du monde de la brocante, et des acheteurs, et qui ont commencé à offrir cette possibilité de pouvoir noter les acheteurs, donc créer de la confiance. Ça, c'est venu à partir de ce moment-là. Et donc, à chaque fois, ces traces, ce n'est pas des phéromones olfactives, c'est des phéromones, on pourrait dire, affectives. Est-ce que vous avez aimé? Et bien, en fait, on produit de la même façon. D'où cette notion, voilà, clé, qu'on retrouve dans les mécanismes d'intelligence collective, cette stigmergie, avec le principe clé de communication indirecte, et qui, bien sûr, permet de démultiplier. Vous avez vu ces populations. Alors, on va voir bientôt des fourmis, mais il faut savoir que les termites, c'est des populations de centaines de milliers, voire de millions d'individus. Donc, on pourrait se dire, mais comment ils font pour se coordonner? S'ils commençaient à se parler directement, d'essayer de s'entendre, on imagine le casse-tête. Alors en fait, la solution qui a été trouvée, c'est cette communication indirecte. En fait, je laisse une trace dans l'environnement et mes pairs sauront en faire quelque chose. Et c'était déjà valable tout à l'heure avec cet amibe Dictyostelium. Alors, nous allons voir justement maintenant des fourmis en Argentine.
Alors, cette fourmi, c'est une fourmi coupe-feuille, hein, vous l'avez vu, vous comprenez son surnom et son appellation. Ce qui est... donc, vous voyez qu'elle transporte des quantités assez incroyables de feuilles. Et ce qui est surprenant, c'est que finalement, cette fourmi est incapable de digérer la cellulose et donc les feuilles. Et on a vu à la fin de cet extrait pourquoi elle transporte autant de feuilles. Eh bien, c'est parce qu'elle a réussi bien avant nous à inventer l'agriculture, hein, c'est-à-dire finalement un élevage de champignons en y prenant attention et avec soin. On va voir avec détail finalement ce qu'elle est capable de faire. Mais si on regarde son organisation, bah vous savez, les fourmis, il y a finalement des castes différentes. Donc il y a une spécialisation. On en a vu au début qui étaient bûcheronnes, hein, donc qui vont être spécialisées dans la découpe avec des mandibules puissantes. On n'a pas vu de majors ou super majors qui sont les plus grosses, hein. Il faut voir qu'entre la plus petite, les plus petites sont vraiment au contact des champignonnaires à l'intérieur, donc ces chambres d'élevage du champignon. Entre les plus petites et les plus grandes, donc les super majors, il y a un rapport de 1 à 200 en termes de poids. Donc c'est colossal. Donc il y a bien une spécialisation et c'est des rôles. Mais ce que les chercheurs ont observé, c'est que si on enlève l'une de ces castes, en fait, le rôle va être occupé par d'autres. Bien sûr, des rôles, quand même, il y a besoin d'une certaine proximité morphologique. Et alors, donc, on a celles qui vont faire la découpe, on a celles qui vont ramasser en bas pour transporter. On a même des petites fourmis qui vont se mettre sur les feuilles qui sont transportées, en fait, pour assurer la défense contre des mouches qui viennent pondre sur les fourmis qui sont en train de transporter leur charge. Et puis ensuite, on a à l'entrée et finalement à l'intérieur de cette fourmilière, on va avoir des fourmis, donc des minima, qui sont une taille vraiment limitée pour être au contact du champignon, au contact aussi des petits œufs que pond la reine. Alors la reine, justement, c'est intéressant quand même cette histoire. Pourquoi est-ce que finalement on l'a appelée la reine ? Hein, je ne sais pas si vous avez la réponse. Parce qu'elle n'a rien d'une reine en termes d'image de ce qu'on peut imaginer sur les rôles qu'on pourrait attribuer à cette fonction monarchique. Non, son rôle, c'est une pondeuse. Alors avec un nombre impressionnant, hein, puisque c'est un œuf toutes les 3 secondes. Vous imaginez la quantité par jour, et puis sur tout un cycle de vie d'une fourmilière qui peut durer 15 ans. C'est vraiment des centaines de millions d'œufs. Hein. Donc on a ce fonctionnement de cette fourmilière qui est de la même manière en auto-organisation, avec bien sûr un rôle des phéromones qui est capital dans ce monde des fourmis pour les longues pistes qui emmènent justement jusqu'à la nourriture, jusqu'à ces lieux de découpe de l'herbe. Là, il y a vraiment des chemins qui sont tracés, quasiment des autoroutes à leur échelle. Tout ça, c'est un certain type de phéromones. Il y en a d'autres aussi. Hein. Les chercheurs, en particulier Wilson et Dobler, les deux qui ont travaillé le plus sur la compréhension de ce qu'ils ont appelé justement ce super-organisme, hein, ils se sont dit, c'est pas juste de regarder uniquement ce qui se passe à l'échelle des individualités, ce qui compte, c'est vraiment la fourmilière, et de comprendre que c'est une entité en elle-même. Et donc, ils ont identifié, par exemple, qu'il y avait 10 phéromones différentes qui jouaient des rôles spécifiques en fonction des besoins. Ce n'est pas les mêmes qui sont utilisés pour ces fameuses pistes que celles qui sont à l'entrée de la fourmilière ou à proximité des cellules et des chambres champignonnières. Donc ça, c'est le mode de communication principal et dominant. Il y a aussi un autre mode qui est des petites stridulations. Donc en fait, les petites, ces fourmis, quand elles sont en train de découper, par exemple, les bûcheronnes, elles vont faire par frottement ces stridulations qui vont indiquer aux autres autour qu'il y a ici quelque chose d'intéressant qui se passe, à la fois pour la récupération en bas, mais aussi pour d'autres qui vont pouvoir
monter pour aider à la découpe. Donc il y a tout un ensemble finalement de communication qui est organisé dans ce superorganisme. Et puis il y a aussi finalement des apprentissages qui se sont faits avec l'évolution pour prendre soin de ce champignon. Ils ont une attention tout à fait particulière à l'état de santé du champignon. Ça a été observé. Il a même été identifié que si, par expérimentation, on essaye de leur donner des feuilles avec des antifongiques, eh bien, en fait, l'antifongique va produire son effet et donc dégrader le champignon. Le signal, l'information va venir en retour et la plante qui était à l'origine de ces dégradations va être stoppée et ne sera plus sélectionnée. Ça a été mis en évidence expérimentalement. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose qui est un des principes clés de ces fonctionnements de ces superorganismes, c'est les notions de feedback. Où l'information circule et s'organise comme ça pour permettre d'adapter les feedbacks surtout positifs, dans le sens où c'est un renforcement d'une certaine action. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure avec les termites aussi. Quand un petit peu de construction commence à se mettre en place, c'est un feedback positif envoyé aux autres pour leur dire continuez ici à cet endroit-là. Ça, c'est ici, on a vu vraiment deux exemples parmi les plus inspirants et les plus étudiés aussi. Et d'ailleurs, ces deux ensemble, termites et fourmis, sont vraiment les deux espèces qui ont amené à cette identification de ce principe d'intelligence collective animale. La deuxième grande source d'identification de ce concept d'intelligence collective, ça a été l'Internet. D'ailleurs, c'est très intéressant, en 1994, c'est une date clé, il y avait d'un côté le livre de Pierre Lévy qui sortait, qui s'appelle L'intelligence collective, avec lui un angle très philosophique centré sur la culture et comment la culture se développe et se transmet et crée de l'intelligence collective. Et en même temps, sortait le livre de Guy Terrolaz, qui est un chercheur du CNRS installé à Toulouse, qui, lui, se concentre justement sur l'intelligence collective animale. Donc on avait les deux qui arrivaient à parité, on pourrait dire, et qui correspond aujourd'hui avec les racines les plus fortes de cette intelligence collective. Maintenant, il y a eu d'autres vagues qu'on pourra aussi discuter. Alors, là, c'est intéressant, c'est un vieux film de 1932, et Karl von Frisch a été prix Nobel, et c'est lui d'ailleurs qu'on voit ici, a été prix Nobel pour ses travaux sur les abeilles, mais je vais vous en dire plus. On va voir. Alors, comment comprendre ce qui se passe au niveau des abeilles? Vous voyez, c'est simple. Il prend un pinceau, de la peinture, et il les marque. Avec une petite coupelle et de l'eau avec du sucre, déjà, ça permet d'attirer pas mal de monde. Après, ce qu'il va voir, c'est... voilà, là, on voit un petit individu qui va venir consommer. Ça, c'est dans une expérience qu'il a initiée à ce moment-là. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est sa découverte, c'est cette fameuse danse en 8, danse frétillante qu'on va voir. Est-ce que vous la voyez, cette petite abeille? Voilà, elle est par ici. Et ce qui est incroyable, parce qu'on peut se dire, ok, elle danse. Mais après, comment font les autres pour trouver? Est-ce que, du coup, elle accompagne ses sœurs, finalement, pour aller trouver la source? On pourrait se dire ça, mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Le message est passé uniquement par la danse. Et c'est ça qui a été la découverte incroyable. Alors là, le film est de 1932, mais sa découverte, elle est de la fin des années 40, où il a compris que dans cette danse, en fait, il y avait 3 indications majeures. Il y avait déjà le fait qu'il y avait une source, bien sûr, qui avait été identifiée, mais ce 8, la branche du milieu du 8 a une inclinaison comme ça, et c'est le degré d'inclinaison par rapport au Soleil. Donc, en fait, c'est un plan. Les petites abeilles, quand elles trouvent comme ça une source d'alimentation, mais après, on va voir...
Voilà, on voit ici cette petite représentation du 8 avec la sorte de barre de zigzag au milieu, parce que c'est une danse frétillante, donc au milieu, elles font des mouvements comme ça. Et l'inclinaison, on voit que toutes les bleues sont inclinées vers la droite d'un certain degré, et ça va les emmener vers ce lieu, ce potentiel nid, parce que je vais y venir après, ça a d'autres fonctions que simplement d'aller indiquer des sources d'approvisionnement en alimentation. Et les rouges, en revanche, vont orienter d'un autre côté. Donc il y a l'indication de l'inclinaison pour aller trouver finalement ces sources. Il y a aussi la distance. La distance est codée selon la longueur du 8. Hein, parce que là, on a l'impression que c'est les mêmes 8. Non, en fait, dans la réalité, la longueur du zigzag comme ça, plus c'est long, et ben plus la distance est importante, mais c'est codé de manière très précise en langage abeille. Elles vont réussir à trouver jusqu'à 5 km autour de leur essaim, où se trouve finalement l'indication portée par l'autre. Et dernière indication, c'est quand même pas négligeable non plus, c'est quand elles font le retour dans ces petites branches sur le côté, c'est la qualité de la source. C'est-à-dire que plus elles reviennent rapidement, plus la qualité est importante. Et donc avec ces informations-là, il se produit quelque chose de vraiment très qualitatif. Alors, on a vu tout à l'heure, pour aller chercher une source d'alimentation, une belle fleur avec du nectar, du pollen, c'est capital. Maintenant, dans la vie des abeilles, il y a aussi une phase qui est essentielle, c'est la phase d'essaimage. Et cette phase d'essaimage, c'est le moment où, finalement, les abeilles vont quitter leur nid pour aller en occuper un autre. En faisant ça, elles vont laisser un tiers de la population sur place, qui va du coup déclencher, en libérant de l'espace, déclencher la suite biologique de cet espace et de la population qui était là. Et la reine va partir. Ils vont occuper un espace temporaire sur des branches en général et partir à la recherche d'un autre nid, avec un certain nombre de caractéristiques clés. C'est la taille de la cavité. Il faut à peu près 40 litres. C'est l'indication, enfin c'est l'idéal. Les chercheurs, en particulier c'est Thomas Seeley qui a beaucoup étudié ça. Il y a un livre qu'il a appelé La démocratie des abeilles. Et pourquoi démocratie? On va justement y venir. Donc il y a cette question de la taille, bien sûr, de la cavité. Il y a l'entrée, parce que si l'entrée est trop grande à ce moment-là, c'est gênant par rapport à des prédateurs. Donc il y a un rapport comme ça qui a été identifié. Et puis bien sûr un certain nombre d'autres critères en termes de disposition. Et donc les abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller comme ça sur une colonie de 10 000. Il a été évalué en fait qu'il n'y en a que 400 qui vont avoir un mandat spécifique de partir autour et d'aller à la recherche de ces lieux pour établir leur prochain nid. Et elles vont revenir et donner ces indications. On voit ici qu'avec les techniques, bien sûr, on a vu tout à l'heure le petit système de mettre de la peinture. On peut mettre des peintures de différentes couleurs, mais maintenant, les chercheurs vont beaucoup plus loin parce qu'en fait, ils mettent carrément des numéros, ils font des surveillances vidéo, ils font tout un tas de choses qui permettent vraiment d'avoir une identification très précise. Et là, ce qu'on voit, c'est que chacune des lettres A, B, C, D, E, F, il y a même un G, un K, tout ça, c'est des sites potentiels pour s'installer, qui ont été identifiés. Et à chaque fois, finalement, les chercheurs, là, donc Thomas Seeley, arrivaient à mesurer, en représentant par l'épaisseur des traits, par les couleurs et tout ça, le nombre d'abeilles qui votaient, finalement, qui soutenaient un lieu. Et donc on se retrouve avec, si on imagine ici, là, que on a l'essaim qui est ici, les abeilles arrivent, certaines vont danser en indiquant un lieu là-bas, d'autres peut-être ici, et puis d'autres carrément à l'extérieur. Et c'est une source d'information pour les autres. Elles regardent, bien sûr, toujours avec cette question de qualité du lieu qui est indiqué dans la danse. Elles vont aller progressivement suivre, parce qu'il y a les exploreuses, mais il y a les autres qui vont attendre pour avoir ces informations et partir à la découverte. Et progressivement comme ça, on voit s'établir une forme de choix collectif qui s'opère jusqu'à ce que, on le voit en bas à droite,
il y ait un nombre suffisant, dépassant un seuil, en fait c'est un mécanisme de quorum, quand dans un des lieux les abeilles se rendent compte que finalement elles ont atteint une taille suffisante pour dire que c'est un lieu vraiment tout à fait adapté, de grande qualité, à ce moment-là elles vont revenir et changer leur mode de communication en lançant des signaux, cette fois-ci sonores, qui vont activer des mécanismes de réchauffement des muscles pour toutes les autres, qui vont commencer à se préparer pour le décollage. Hein. Et il y a eu ici un mécanisme donc démocratique, hein, c'est ce que Thomas Seeley identifie, et il fait d'ailleurs des parallèles avec ce qui se passe par exemple dans les villes de Nouvelle-Angleterre, qui ont gardé le principe de démocratie directe, où chaque année, au moins chaque année, hein, ça peut être beaucoup, ça peut être plus, ça peut être mensuel, mais les habitants se retrouvent et vont prendre position sur des sujets qui concernent le collectif, la municipalité, et voter directement, bien sûr, après délibération, en retrouvant des mécanismes qu'il a identifiés chez les abeilles. Donc il fait des parallèles, et c'est vrai que ces exemples d'intelligence collective viennent nous stimuler aussi sur cette question de démocratie. Comment finalement fonctionner ensemble en collectif, à petite échelle, moyenne échelle ou très grande échelle, comment prendre des décisions ensemble. Et aujourd'hui, tous ces exemples nous aident à voir qu'on peut sortir de nos modèles un petit peu, je dirais, acquis et aussi réflexes, ou en tout cas qu'on prend pour acquis. Avec cette idée que dans ce collectif ici, il y a une autogouvernance qui s'est mise en place. Et en parallèle, on a des chercheurs, cette fois-ci dans le domaine humain, qui ont fait des travaux vraiment remarquables pour comprendre que l'autogouvernance peut aussi fonctionner chez nous. Et c'est Elinor Ostrom, qui est une chercheuse en économie, en sciences politiques en particulier, qui a identifié ce qu'on appelle les communs. Alors, en France, ça s'appelait aussi les communaux dans les campagnes. Et donc, c'était des espaces, des lieux, des biens, des ressources naturelles, un lac, des prairies, des chemins, des forêts et autres, qui n'étaient pas des propriétés individuelles, mais des propriétés collectives. En fait, propriétés du collectif, on va dire. Et à partir de là, elle a, en regardant, en visitant dans le monde entier ce type de fonctionnement, elle a reconnu quelque chose qui avait à chaque fois des points communs, qui était le fait justement d'avoir cette ressource à protéger, d'avoir une communauté qui s'en occupe, et d'avoir aussi défini des règles de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est cette communauté qui choisit ses propres règles et qui ensuite se les applique, y compris en décidant elle-même quel type de sanctions on aurait si quelqu'un ne respecte pas nos règles. Ça, c'est la communauté qui le choisit. Et donc, on se retrouve dans une logique d'autogouvernance. Elle a identifié quelques autres principes qu'elle appelait principes de design. Et ces communs, on les retrouve dans le monde entier, au travers des cultures. D'ailleurs, c'est un sujet qui se développe beaucoup en ce moment, en France en particulier, mais ailleurs également en Europe. Alors, nous allons sortir du monde des insectes. On
on voit un peu plus finalement, c'est pour ça que j'apportais pas la réponse tout à l'heure sur les étourneaux, parce que entre les nuées d'étourneaux et les bancs de poissons, ici c'était des anchois qui finalement sont face à un prédateur, otari, qui aimerait bien avoir un bon repas. Mais vous avez vu ce qui se passe, il y a ce phénomène incroyable par la coordination. Cette fois-ci, vraiment la coordination musculaire et sensorielle, en regardant autour comment ça fonctionne ce système, mais ça a été vraiment bien identifié et bien compris, à tel point que les chercheurs aujourd'hui sont capables de reproduire ça en programmant des petits jeux, par exemple des petits logiciels, pour avoir exactement ce même phénomène. Donc les règles, c'est quoi ? C'est, moi, je suis un de ces petits poissons. Je vais me mettre à une distance finalement suffisamment loin de mes voisins tout autour pour ne pas les choquer, pour ne pas s'entrechoquer, mais en même temps suffisamment proche pour rester avec. Donc on pourrait dire, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en tout cas ça suffit. Je m'avance, mais au moment où je sens que ça va être trop dangereux, hop, je garde un peu de distance. Donc ça, on a déjà 2 paramètres. Le 3e paramètre, c'est je vais dans la même direction que le flux. Je suis le flux. Et bien avec ça, on arrive à produire exactement ça, ou les nuées d'étourneaux qu'on a vues tout à l'heure. Par ces jeux d'interaction et en permanence. Donc on a, à l'échelle globale, une fonction qui est de protéger contre les prédateurs. Et là, on a vu une otarie, mais on aurait pu voir aussi d'autres prédateurs, tels que des requins. Ça, il y a des images magnifiques aussi avec des requins. Alors, comment s'en sortent les prédateurs ? Parce qu'ils ne sont pas non plus totalement idiots. Seuls, ils n'arrivent à rien. Les images, c'est impressionnant. Il y a un phénomène qui s'appelle un phénomène de fontaine. C'est-à-dire que c'est comme si le prédateur arrivait dans le banc et autour, il y a dispersion et il est passé à travers et il n'a rien touché. Donc, voilà, seul, il ne peut pas s'en sortir. En revanche, s'il y en a un qui arrive par là, l'autre par ici, 3e par là, et ainsi de suite, alors là, on peut se retrouver avec carrément un carnage, parce que, effectivement, ça désoriente. Tous ces paramètres en même temps, on ne peut pas tous les intégrer. Et à ce moment-là, on va avoir des poissons qui vont sortir du banc et qui vont se trouver à disposition pour les prédateurs. Donc, ce phénomène-là, il est vraiment intéressant dans l'exemple qu'il donne de ces interactions locales. C'est vraiment cette idée que l'intelligence collective se joue à l'échelon local, en se préoccupant de ce qui se passe à côté de soi. Et bien sûr en déclenchant des interactions. Alors nous autres, on a un répertoire assez large en termes de communication avec, le langage assez évolué, la parole, très bien, et puis toute cette richesse de nos représentations, de notre culture. Donc on va y mettre beaucoup plus dans ces interactions. Mais le principe, finalement, est le même. Et donc on peut très bien concevoir des moments d'intelligence collective pour nous, humains, en s'appuyant sur des repères qu'on trouve ici, en faisant comme ça, se préoccupant de qu'est-ce qui se passe à l'échelon des petites interactions, et puis ensuite en créant, en organisant quelque part une récolte de ce qui émerge. L'intelligence collective, voilà, il y a l'échelon des individus, et puis de regarder qu'est-ce qui s'est passé finalement, qu'est-ce qui a été créé à l'échelon collectif, cette notion d'émergence qui est capitale. Alors, nous allons continuer notre visite. Là, cette fois-ci, pourquoi passer par ce loup ? En fait, parce que si on essaie de se rapprocher du monde des mammifères, parce qu'on s'est dit, ok, oui, des fourmis, d'accord, c'est sympathique, mais nous, on n'est pas des fourmis, et des termites, oui, non plus, ni des abeilles, des poissons ou des oiseaux, c'est bien loin de nous. Si on veut réussir à comprendre aussi ce qui nous arrive en tant que mammifères évolués, c'est intéressant de se pencher du côté des mammifères. Et le loup, pourquoi j'ai pris cet exemple-là ? Parce que, évidemment, chez les loups, il y a ce système de domination qu'on connaît bien, avec ce couple alpha, parce qu'en fait, il y a un mâle, mais il y a aussi une femelle. On a entendu ça depuis longtemps, c'est dans la mythologie aussi, dans les histoires, dans les récits.
sauf que les chercheurs aujourd'hui ont montré que c'est un mythe. Alors ça peut vous paraître incroyable de raconter ça. Qu'est-ce qui se passe ? Les chercheurs, en particulier le premier qui avait nommé cette notion de mâle alpha, c'était en 1947, il s'appelle Schenkel. Il avait observé des loups en captivité, et bien sûr, toujours avec des systèmes pour regarder leur comportement. Bien sûr, on leur donne de l'alimentation et on regarde qu'est-ce qui se passe entre eux. Donc, les loups en captivité ont été finalement l'espèce de moyen d'observer et de comprendre leur phénomène de hiérarchie, de dominance, de statut et toutes ces choses-là. Sauf que voilà, il y a un certain nombre de chercheurs, et en particulier David Mesh, qui a publié en 1999 un article qui a été tournant, parce qu'il a observé pendant 13 ans de suite des loups dans le nord du Canada, mais cette fois-ci dans leur espace naturel. Et il a regardé, année après année, qu'est-ce qui se passe, comment ils se comportent, comment ils font des choix, en termes en particulier d'alimentation, parce que c'est un moment clé. Et il a vu que cette histoire, elle est en fait beaucoup plus simple que cette notion de mâle ou de femelle alpha. C'est juste que les loups vivent en famille. Et donc, on a un couple d'adultes qui va avoir avec lui un certain nombre de louveteaux qui restent dans la famille jusqu'à, pour certains, 1 an, 2 ans, maximum 3 ans, mais après ils partent fonder leur propre famille, et il dit qu'ils y arrivent toujours. En fait, il n'y a pas de système qui donnerait un statut inférieur à certains loups par rapport à d'autres. Là, bien sûr, dans la famille, il y a des rôles. D'ailleurs, le rôle du mâle et le rôle de la femelle ne sont pas les mêmes. La femelle va bien sûr être très portée sur ses petits, les protéger, leur apporter l'alimentation et ainsi de suite. Mais elle n'est pas moins importante ou moins puissante, si on essayait d'établir une hiérarchie, que le mâle qui, lui, va aller chasser. Et par exemple, il décrit des situations où c'est la femelle qui avait récolté, par exemple, voilà, une carcasse. Le mâle ayant distribué pas mal, il commençait à avoir faim et il veut attraper cette carcasse à la femelle qui se défend, qui lui monte les dents et ainsi de suite. Vous avez déjà vu des images de ça. Et il va faire plusieurs tentatives, mais il ne passera pas au-delà de cette réponse. Ce n'est pas un combat qui se joue, c'est une réponse dans un couple finalement. Et donc le respect du message de la louve va faire qu'elle va garder cette alimentation pour elle, pour ses petits. Et des exemples comme ça, il en a vu plein. Donc, cette histoire du mâle alpha qui nous... et c'est un terme qui est utilisé aussi chez les serpents. Chez les serpents, je suis encore avec la conférence de tout à l'heure. Je ne crois pas qu'on parle... Chez les primates. Chez les primates. Et le même phénomène, ça a été reproduit en termes d'études, de faire la distinction entre ce qui se passe en captivité, bien sûr, parce que la captivité génère des mécanismes de compétition de manière évidente. Et l'autre phénomène en captivité, c'est que on va mettre des individus qui, en termes biologiques habituels, n'avaient rien à faire ensemble. C'est une composition inédite, mais qui est le fait de l'homme. Ce n'est pas le fait de la nature. Et donc, on observe au final des comportements qui sont distants et distincts de ce qui s'observe dans la nature. Et donc, même logique pour les primates. Même s'il peut y avoir des phénomènes quand même parce que les familles les bandes peuvent être beaucoup plus grosses. Alors, une fois qu'on s'est quand même dit que il y avait autre chose que cette histoire de domination dans le monde des mammifères. Voilà, on peut se dire aussi, voilà, typiquement dans les représentations symboliques, le roi lion, c'est vraiment une focalisation sur cette figure du roi, même si dans l'histoire, c'est Nala, la compagne, qui
oui, à certains moments qu'on voit apparaître, qu'il y a certains jeux avec Simba et ainsi de suite, mais vraiment toute l'histoire est faite pour le culte du roi. Hein. On peut s'interroger là-dessus. Et alors que finalement, dans la nature, ce qui est quand même vraiment étonnant et particulier, c'est que les lionnes, typiquement, entre elles, hein, parce qu'elles vivent à plusieurs familles ensemble, vont se synchroniser. Ça rejoint des histoires qu'on a entendues tout à l'heure avec les serpents, vont synchroniser leur ovulation pour faire naître leurs petits au même moment. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que une femelle comme ça, une lionne, va pouvoir allaiter des petits d'autres lionnes. Ce qui permet, bien sûr, parce que vous savez que c'est les lionnes qui partent à la chasse, et donc ça leur permet justement d'avoir certaines qui restent à s'occuper des petits, pendant que d'autres vont à la chasse. Et ça, c'est l'adaptation biologique qui a été faite. Alors, elle n'est pas consciente, elle n'est pas réfléchie. Hein. On pourrait se questionner et dire, oui, mais alors du coup, intelligence, est-ce que ça doit être réfléchi et calculé pour qu'on puisse appeler ça de l'intelligence? Si on regarde à l'échelle du collectif, il y a bien eu adaptation, il y a bien eu finalement sélection de certains comportements coopératifs parce qu'ils sont plus adaptés à la survie, au fonctionnement dans la savane et donc à la réussite de l'espèce. Alors on va venir sur un autre exemple cette fois-ci, justement on va venir du côté des primates. Malin comme un singe, hein, c'est pas pour rien. Ces petits singes capucins, des moines capucins, on l'a vu, finalement, ils sont en capacité d'utiliser des outils. Et ça, je crois qu'on a quand même été longtemps à vouloir croire qu'on était les seuls, hein, que ça faisait la différence. Voilà, nous autres humains, avec notre intelligence supérieure, on pensait être les seuls. Et aujourd'hui, les exemples vraiment sont dans de nombreuses espèces de la capacité à utiliser des outils. Ici, on l'a vu, c'est pour ouvrir finalement des noix de coco. Alors, les noix de coco, attention, c'est qu'ils vont d'abord sélectionner lesquelles sont les plus mûres, sont en bon état pour être appropriées, adaptées au moment de les casser. Et puis après, on a vu aussi ce comportement assez génial et incroyable de défense par rapport à des félins qui arrivent et qui sont bien sûr menaçants. Mais toujours ces mêmes petits singes capucins, dans d'autres zones, par exemple, j'ai vu des images comme ça au Costa Rica, donc c'est dans une forêt qui est vraiment au bord de l'eau, des zones un peu de mangrove, eh bien, ils vont aller chercher des palourdes. Alors des palourdes, hein, vous voyez quand même que c'est compliqué une palourde à ouvrir. Eh bien, le système qu'ils ont trouvé, c'est pas de les taper contre un caillou, parce qu'ils savent le faire. C'est de prendre les palourdes, les taper contre l'arbre, comme ça, à répétition. Ils se lassent pas, et de changer un petit peu l'orientation et de continuer. Et tranquille de faire ça pendant des minutes et des minutes, des dizaines de minutes. Et qu'est-ce qui va se passer? Au final, le muscle de la palourde qui tient cette coque, ces deux valves fermées, eh ben, à un moment, il va se lâcher, quoi. Paf. Et là, on les voit, hop, attraper l'intérieur, ouvrir ça avec grande facilité et manger les palourdes. Donc il y a une intelligence qui, cette fois-ci, est, on pourrait dire, individuelle, évidemment, plus familière pour nous, mais la partie où c'est intéressant, la partie intelligence collective, c'est cette capacité de transmission dans l'espèce, mais surtout localement dans un biotope, en fonction justement de l'alimentation qui est disponible, hein, de ce qui va être intéressant de chercher. Et donc on voit que ça peut être des noix de coco, ça peut être des palourdes ou autres. Eh bien, ils vont trouver et partager entre eux. Hein, il y a des expérimentations aussi comme ça qui sont faites pour voir qu'entre eux, ils sont capables de faire une transmission de ce savoir et de ces découvertes. Et donc, à ce moment-là, on arrive dans quelque chose qui se rapproche, hein, de nos intelligences à nous. Le fait de passer par la culture, de passer par des apprentissages qui vont être mis en commun,
et qui vont venir tout d'un coup élever aussi la capacité, les compétences et donc la capacité à résoudre des problèmes. Hein. On est bien sur ces sujets d'intelligence à ce moment-là. Donc ça, c'est ces petits singes capucins moines, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, ce qui est aussi fascinant, c'est de voir comment les orang-outans transmettent un savoir qui est précieux pour eux, parce que dans cette zone d'Asie, il pleut beaucoup, eh bien, la capacité, par exemple, de faire une sorte de petit parapluie. Avec des branchages, hop, ils vont attraper ça et se mettre ça au-dessus de la tête. Eh ben, c'est principalement les mamans qui vont transmettre ce savoir-faire à leurs petits et qui ensuite voilà, fait partie du patrimoine de l'espèce. Et les orang-outans, le petit quitte le nid familial à 9 ans, donc il y a tout un ensemble comme ça d'apprentissages qui sont faits, qui sont transmis et qui ensuite sont aussi partagés avec d'autres. Alors, si on vient sur nous autres, les humains, on pourrait se dire que on a vu un certain nombre de leçons, de principes qui sont intéressants, qu'on peut utiliser de manière appropriée, que ce soit l'auto-organisation. L'auto-organisation, par exemple, imaginons, là, on se retrouve tous ensemble pour se dire on a un problème à résoudre. Hein, je sais pas, inventer la cité des sciences du futur. Pourquoi pas? Eh bien, un des principes ou une des pratiques d'intelligence collective qui est utilisée depuis maintenant 1985, c'est ce qu'on appelle le forum ouvert. C'est-à-dire qu'on arrive, ok, on a bien un sujet commun, c'est-à-dire inventer la cité des sciences du futur, mais c'est tout. Voilà. Le reste, c'est nous, ensemble, qui allons l'inventer, l'organiser. Par exemple, quelqu'un pourrait venir et dire moi, j'ai envie de travailler sur le hall. Là. Le hall, je trouve qu'il pourrait s'y passer des choses. J'aimerais bien qu'il y ait de la vie plus que simplement du passage. Moi, je vais animer une conversation sur ce sujet-là. Et puis après, une autre personne pourrait dire moi, l'auditorium, je trouve que ça fait salle de théâtre, spectacle, mais c'est pas adapté à des modes interactifs. J'ai envie de tester autre chose. Donc je vais faire ça. Et ainsi de suite. Le menu va se constituer, les groupes vont se faire, des petites conversations, des propositions, on peut passer de l'un à l'autre. Et au final, on arrive à construire quelque chose tout à fait solide qui est mis en action. Hein. Il y a des exemples cités par Harrison Owen qui a inventé le forum ouvert, où il avait été consulté, c'était par AT&T aux États-Unis, un petit peu avant les Jeux Olympiques de 1996, où tout d'un coup, ils étaient face à un problème, c'est qu'ils avaient créé un petit stand de 75 mètres carrés, ça avait été compliqué de mettre ça en œuvre, et 6 mois avant l'ouverture des JO, tout d'un coup, l'organisation leur dit « Ah mais attendez, en fait, on a un nouveau stand qui fait 400 mètres carrés, qui est juste à l'entrée et qui est disponible, on a envie de vous le donner. » Ah, sauf que c'est 5 fois plus gros à peu près et qu'il fallait tout refaire. Et ils étaient à 6 mois. Et ils avaient mis pratiquement 1 an pour arriver à leur petit stand de 75 mètres carrés. Et donc, ils ont utilisé cette approche et vraiment en travaillant sur cette pratique-là, en 2 jours, ils étaient arrivés déjà plus loin que ce qu'ils avaient fait en pratiquement 1 an. Ça peut paraître fou quand on se dit ça. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc, des pratiques qui aujourd'hui commencent à se... Enfin, ça fait maintenant quelques dizaines d'années, mais ça se développe de plus en plus, qui s'appuient sur ces principes d'intelligence collective. Il y en a de plus en plus. Hein. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour apprendre à fonctionner différemment en ayant autre chose que le principe, finalement, hiérarchique. Le principe de hiérarchie, on a cru que c'était la seule manière de s'organiser collectivement entre humains. Seulement, vous l'avez vécu, je pense, dans vos parcours, dans vos vies. Ça a un certain nombre de coûts, je dirais de coûts psychologiques ou de limitations en termes de capacité à faire. Et c'est là que l'autodétermination, c'est un courant donc, de la psychologie humaine qui a été développé à partir des l'année 1971, en particulier par 2 chercheurs, Edward Deci et Richard Ryan,
nous éclaire sur de quoi avons-nous besoin, nous, en tant qu'humains, pour fonctionner de manière saine. C'est ça leur grande question. Et ils ont identifié que nous avons besoin de 3 choses. Et ça, ils l'ont identifié en 1985, et depuis, les études se suivent et se répètent, et on retrouve la même chose. Nous avons besoin d'autonomie. C'est-à-dire, autonomie, vous connaissez, mais ça veut dire que chacun, chacune, nous avons besoin de sentir que nous sommes en capacité de prendre des décisions pour nous-mêmes, de faire des choix. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est l'autonomie. Ensuite, il y a bien sûr deuxième besoin psychologique fondamental, c'est la notion de compétence. Être en capacité d'agir sur mon environnement, sur les défis, qu'ils soient individuels, qu'ils soient collectifs. Pourquoi est-ce que individuellement nous ne serions pas compétents? Ça ne veut pas dire tous avoir le même rôle. On a des parcours différents, des expériences, des savoir-faire. Ok, eh ben, très bien, trouvons l'espace où cette compétence sera adaptée. Prenez l'exemple de Linux. Linux, en 1991, ça a été un exemple incroyable où tout d'un coup, des chercheurs répartis dans le monde se mettent ensemble à bricoler un système d'exploitation sans rémunération, donc sur la base de leur motivation intrinsèque pure, et qui finissent par faire un système d'exploitation qui vient concurrencer le géant Microsoft avec des moyens considérables. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? On est pratiquement 30 ans plus tard, mais la domination de Linux sur le monde des systèmes d'exploitation est écrasante, en fait. Dans le monde des serveurs, dans le monde, je dirais, des entreprises, sur les flux d'informations, sur... vraiment, c'est un système d'exploitation aujourd'hui qui est ultra dominant. De même, Wikipédia. Wikipédia, à partir de 2001, cette base de connaissances élaborée comme ça, vous pouvez y aller là en sortant, si vous avez envie d'écrire un bout d'article sur un sujet qui vous plaît, compléter quelque chose sur les serpents, ou sur les poules, ou sur l'intelligence collective, vous pouvez y aller. Et ben, Wikipédia a complètement écrasé et fait disparaître l'encyclopédie qui dominait à cette époque-là. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait Britannica sur le papier, mais il y avait aussi Encarta en CD-ROM, qui était Microsoft à nouveau. Et donc, d'un côté, cette intelligence collective par Internet, où les compétences, parce que j'étais sur ce besoin de compétences, les compétences des uns et des autres se mettent en mouvement pour créer quelque chose. Donc ça, c'est le deuxième besoin, compétence. Et le troisième besoin, c'est un besoin d'affiliation. Un besoin d'affiliation, finalement, c'est quoi? C'est des relations humaines, interpersonnelles, de qualité, de proximité. On a besoin de ça. Je ne vous fais pas de dessin, regardez chacun et chacune vos expériences, revisitez les moments où, que ce soit au travail, ou dans votre vie, ou dans vos loisirs, vous étiez dans des relations tendues, froides, désagréables. Quel était votre vécu, et quelles étaient les conséquences aussi sur ce que vous faisiez, Elles ne sont pas neutres, évidemment. Donc, une fois qu'on a ces 3 besoins, à ce moment-là, on peut créer des environnements humains qui s'appellent prosociaux. Si on arrive à respecter ces 3 besoins, on crée des fonctionnements collectifs prosociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire favorable au vivre ensemble. Favorable avec, on parle en ce moment beaucoup de bienveillance, par exemple. Mais ça n'est pas en demandant de la bienveillance qu'on aura de la bienveillance. Il suffit de créer des conditions favorables à la bienveillance et elle est naturelle en chacun d'entre nous. Donc c'est bien ça le sujet de cette autodétermination. En revanche, les chercheurs ont montré que si on prive les personnes de ces 3 besoins, à ce moment-là, on va créer des comportements antisociaux. Antisociaux avec... on peut voir différents types de comportements. Pourquoi pas de la rivalité, de l'agressivité, de la tricherie, et ainsi de suite. Ça, c'est non pas une propriété de ces personnes-là qu'on cherchera à montrer du doigt, c'est le système qui génère ça. Et aujourd'hui, quand on regarde sous cet angle-là les phénomènes qu'on observe dans la société, ça aide à prendre un regard différent sur qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ensemble, on pourrait avoir cette intelligence collective humaine. Et puisqu'on arrive au bout du temps,
Voilà, ici, c'est finalement quelques-uns des grands principes que j'ai décrits en faisant ce détour par ces différentes familles et espèces animales. Et j'adore cette citation d'un anthropologue qui s'appelle David Graeber, voilà, qui dit « Tout groupe humain observe instantanément une explosion d'intelligence collective quand les mécanismes qui le maintiennent effrayé et stupide sont soudainement effacés. » Voilà, c'est notre défi. Merci à vous.